Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà BDBest. Bah oui, nous sommes à Petite Idée. Troll et légende, 11e édition. Tout le week-end, dimanche 31 mars, pour quelques petites interviews de Derrière la palette. Avec comme premier invité, devinez qui? Nouvelle interview donc à Troll et légende 2024, 11e édition. Un homme, à mon avis, on se demande parfois comment il réussit à dormir parfois pendant la nuit. 3-4 albums par an, un malade du scénario, du dessin et de tout. Il passe de Michel Vaillant à Gueule de cuir, le dernier qu'on a adoré notamment. J'ai l'immense plaisir de recevoir enfin Stéphane Créti. Bien, bonjour Stéphane, comment vas-tu? Ça va très bien. Fatigué? Ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement. Bon, on peut quand même te poser quelques petites questions. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors, la première question, elle est très très simple, elle permet de casser un peu la vitre s'il y a besoin. Stéphane Créti, en 3 mots, il se résumerait comment? Mal au genou, mal au dos. Aujourd'hui, le résumé. En manière générale. Qui est Stéphane? Bonne question ça. C'est une excellente question. On t'a jamais posé. Vous ne m'avez jamais posé, même pas ma femme. Zut, le flûte. Qui suis-je? Je suis auteur de bande dessinée. À la limite, c'est ce qui intéresse. Auteur. Bande dessinée. Ouais, ça fait 3 mots. Auteur bande dessinée. Voilà, moi, je suis trop fort. D'accord. Alors bon, tu es dans la BD depuis quand même quelques années. Ça fait une bonne vingtaine d'années en tout cas que je te suis. Tu passes dans des séries très différentes, entre Salem Noir qui était au début les contes de Corrigan, Nain, Star Wars, Michel Vaillant comme je l'ai dit tout à l'heure, et maintenant Gueule de cuir. Comment es-tu arrivé dans ce monde de la bande dessinée? Alors ça c'est une bonne question parce que sérieusement moi j'avais pas de... Enfin voilà, j'aime la bande dessinée depuis que je suis môme, alors là je suis dans un classicisme absolu. J'aime la bande dessinée depuis longtemps mais je ne pensais même pas qu'il y avait un métier derrière la bande dessinée quand j'étais môme. Je ne pensais même pas qu'il y avait des humains. Des humains? Ouais, enfin il y avait des noms sur les couvertures. Mais pour moi, ça me disait rien. Et il se trouve que donc j'aimais la bande dessinée et les hasards de la vie professionnelle. Moi, j'ai fait pas mal de boulot avant de faire de la bande dessinée. J'ai travaillé à l'usine, j'étais prof, j'étais archéologue, j'ai été égoutier. Et puis les hasards ont fait que je suis arrivé dans un studio de dessin animé au Luxembourg, où j'ai rencontré Sandrine Cordurier, qui a été ma première coloriste sur Salem Noir. Et il se trouve que Sandrine Cordurier est mariée avec un être extrêmement étrange qui s'appelle Sylvain Cordurier. Oui, tout à fait. Et Sylvain. Une liste, voilà. Et donc Sandrine m'a dit un jour, alors qu'on travaillait dans le dessin animé avec Sanima, tiens, j'ai mon copain qui aimerait monter un projet de bande dessinée. Et je lui dis, ouais, pas de souci. Alors que moi j'étais en plein dans l'animation. Et on a monté un projet qui s'appelait Salem Noir, en gros, et qu'on a signé chez Delcourt après moult péripéties. Mais en résumé, on a signé chez Delcourt Salem Noir en 2000 de mémoire. Et du coup, une fois que je suis rentré là-dedans, j'ai arrêté l'animation. Pour des raisons purement factuelles, c'est-à-dire que je venais d'avoir des enfants et ce métier me permettait de rester à la maison et d'avoir mes enfants avec moi. Et puis du coup, après, une fois qu'on rentre dans ce métier et qu'on ne fait pas trop le zouave, et qu'on respecte les deadlines et tout ça, j'ai rebondi de projet en projet après, au fur et à mesure. Et donc c'est maintenant... avec le recul, oui, je m'aperçois que ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Oui, ça fait 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans. Pourquoi autant de thèmes différents? Il y a autant de choses qui te passionnent? Tu as envie de rester cloîtré dans c'est ça. Moi, je n'ai pas de genre de prédilection. Enfin, si, j'ai un genre de prédilection, mais en tant que au niveau de la lecture. Moi, quand j'ai lu, ce que je lis en tant que roman, moi, c'est plutôt de la science-fiction. Mais les hasards de rencontre ont fait que j'ai fait plus de fantaisie. Alors que je ne l'ai pas lu du tout de fantaisie quand j'étais môme. Bon, depuis, j'ai un peu rattrapé le retard. Mais je suis arrivé dans la fantaisie de manière extrêmement néophyte.
je connaissais pas Howard, alors, si je connaissais le nom, mais après j'avais pas lu. Je connaissais le Conan, je connaissais le film, je suis de la génération des années 80 où on a vu ce film et tout ça, mais j'avais pas cette culture-là. Donc du coup, c'est plus les hasards des rencontres qui ont fait que j'ai fait beaucoup de fantasy. Et pourquoi faire autant de choses diverses? Parce que je pense... Alors, les gens qui me croisent souvent ils vont se dire il radote, ce qui est vrai. Mais maintenant j'ai l'âge où j'ai le droit de radoter. C'est parce que je ne fais pas ce métier-là pour m'ennuyer. Et je pars du principe que l'ennui, quand on dessine, ça se voit tout de suite. Le dessin, c'est l'encéphalogramme du dessinateur. Si je suis capable de regarder une bande dessinée d'un copain et de savoir qu'à ce moment-là, il s'emmerdait. Et ça se voit. Et moi, j'ai envie de faire plein de choses, mais en même temps, c'est pas tellement le genre qui m'a... tel style qui m'intéresse, c'est plus la rencontre avec quelqu'un et le montage des projets et puis voilà, moi je me mets au service d'un scénariste et il se trouve que souvent on me propose des trucs de fantaisie et je fais oh putain non mais tu veux pas faire autre chose. Et puis t'as un dessin qui s'y prête parce que t'as un dessin quand même hyper réaliste. Ouais, j'aime ça, moi j'ai le détail, moi, je sais que on dit toujours qu'un dessinateur qui va vers la maturité va vers la synthèse. Et moi il se trouve que plus je vieillis, plus je mets du détail. Moi le détail c'est ça, moi j'aime le détail, j'aime et c'est pour ça que je travaille toujours sur planche classique, pas sur synthique, parce que tout simplement le format de la planche m'interdit d'aller trop profondément dans les détails. J'aime ça. Moi j'aime la matière, j'aime la lumière, j'aime vraiment qu'on croit à l'univers et puis que moi le premier j'y crois un minimum à l'univers et donc j'aime les détails. Et je suis en train de faire je viens de finir un album pour Oxymore avec Sylvain Cordurier au scénario et Jean-Luc Istin en tant que directeur éditorial. Et j'ai fait des planches encore plus détaillées que d'habitude. Je dis, mais Steph, bordel, va vers la synthèse. Mais non, moi j'aime ça. Et donc tes scénaristes, là, ils sont hyper contents alors? Alors ça dépend. Alors, c'est assez ambivalent parce qu'il se trouve que du coup, j'ai un profil assez particulier parce que je vais assez vite. Enfin, je vais plus vite que la moyenne. Et donc les scénaristes sont super contents parce qu'ils savent que leur album, ils vont pas attendre 3 ans pour en voir la réalisation. Après, j'ai une tendance à épuiser les scénaristes. Les scénaristes sont super contents de signer avec moi, puis après ils sont super contents que je signe avec quelqu'un d'autre parce qu'ils disent je vais prendre des vacances, je vais prendre un peu de vacances. C'est... alors, comme je le dis toujours, la BD c'est pas mythique, hein. On n'est pas là pour se faire des couples non plus, systématiquement, mais c'est un des rares métiers où on peut choisir avec qui on travaille. Il faut que, sans devenir des potes à mort, Sylvain c'est un ami, c'est un copain, mais pas systématiquement, mais il faut qu'au moins humainement on s'entende, un minimum, parce que la réalisation d'un album c'est en gros 6 mois, 1 an, si humainement ça passe moyennement, c'est quand même un peu compliqué, surtout qu'on n'a pas 36 000 collègues, on en a 1 ou 2, donc du coup il faut que humainement ça passe un minimum. Alors, comme tu es dessinateur, tu dois quand même, quand tu reçois le scénario, pouvoir avoir effectivement certains liens avec ton scénariste, parce que tu dois pouvoir percevoir les ambiances qu'il veut donner. Ses intentions. Gueule de cuir, c'est quand même un album d'atmosphère. Alors ça c'est la magie un petit peu de ce métier, c'est les rencontres. Il se trouve que Pierre Pével, moi je le lisais en tant que romancier. Moi j'avais lu Les Lames du Cardinal, toute sa cosmogonie autour du Paris, des merveilles et tout cela. Donc je le lisais en tant que romancier. Et moi j'avais envie de retravailler avec Dracou parce qu'il se trouve que ça se passe bien. Comme je disais à Jérôme tout à l'heure, j'ai une tendance à avoir une dent dure avec les éditeurs. Je suis aussi un ancien syndicaliste des auteurs de bande dessinée, donc j'ai un peu la dent dure avec les éditeurs. Et il se trouve que ça se passe super bien avec Olivier Sulpice. Alors il ne faut pas trop lui dire parce que sinon il va plus se sentir, mais ça se passe super bien. On censurera cette partie-là. On censurera. Et ça se passe super bien et j'avais dit à Christophe, écoute voilà, dès que j'ai un peu de timing, moi j'aimerais bien bosser avec vous, voilà, parce que ça se passe super bien, c'est super agréable, c'est super pro et tout ça. Et donc Christophe m'a dit, écoute, ça tombe bien, j'ai un scénario de Pierre Pével, il me l'a fourni. Et je l'ai lu, j'ai adoré. Et il m'a mis en contact avec Pierre. Et j'ignorais que Pierre habitait, moi j'habite à Metz.
enfin dans les environs de Metz. Et j'ai découvert au fur et à mesure de la discussion, parce qu'on s'est dit, Pierre, il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute un petit peu du projet, au début du tome 1. Et Pierre m'a dit, ouais, mais t'habites où? Je lui ai dit, j'habite à Metz. Il me dit, j'habite à Nancy. Je lui ai dit, ouais, c'est bon, voilà, tu vois, les hasards font bien les choses. Et puis Pierre, c'est un humain merveilleux. Alors, je dis toujours, c'est pas mythique, mais quand on rencontre des gens avec un univers aussi... moi, c'est ce que j'appelle les hommes univers. C'est des gens, ils ont un univers derrière. Il y a Lucas, il y a des gens comme ça qui arrivent avec tout un univers. Ils n'ont pas que seulement une histoire, ils ont tout le contexte autour. Ils savent comment ça fonctionne. Même c'est des choses dont on ne parlera pas dans le récit, parce qu'on n'a pas la place dans un album de bande dessinée. Ils savent, si jamais on leur pose une question de ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne, il a la réponse. Et il ne la crée pas tout de suite, il l'a dans sa tête tout de suite. C'est des hommes univers, et donc la rencontre avec Pierre, ça a été... ça fait partie des plus belles rencontres que j'ai eues ces 20 dernières années. Et il n'a pas fini de se débarrasser de moi. Mais non, mais de toute manière, il y a le tome 2 et puis le tome 3 et... Alors on va rester sur 3. On reste sur 3 parce que moi il se trouve que j'ai beaucoup de projets. Et on va rester dans la même époque? Parce que finalement c'est une passation. Là, on va finir la storyline sur le Gasquer, sur le personnage actuel. Là, je viens de recevoir le script. Là, je pars de Trolls et légendes et j'attaque mardi. J'ai commencé à faire les recherches, mais mardi, je vais commencer à faire le tome 2 pour une parution fin de l'année, début de l'année prochaine, je crois, de mémoire. Et donc, je vais découvrir le script. Ah mince, alors donc je ne pourrais pas vraiment te poser la question de savoir... J'ai les grandes lignes, mais j'ai pas encore le découpage précis. Et j'ai les grandes lignes. Ça se passe toujours à Paris, sur des lieux. C'est ce qu'il y a de rigolo avec Gueule de Cuir, parce qu'on ne fait pas une œuvre d'historien. Notre Paris n'est pas un Paris historique. J'ai fait énormément de recherches documentaires et tout cela. Mais c'est pas un Paris historique, c'est un Paris que je retravaille. J'ai pris plein de documents iconographiques, j'ai lu plein de bouquins, mais après j'ai fait de cette matière-là ma tambouille. Et donc là, sur le tome 2, on va passer, il y aura des allusions à un lieu qui est connu, qui fait partie de l'imaginaire collectif, les cours des miracles. La cour du miracle de Saint-Sauveur et tout cela, il y a des lieux qu'on connaît historiquement. Et donc ça, c'est jouer avec ces matières-là. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler sur la franchise Star Wars. Jouer avec des icônes, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, grosso modo, il n'y a pas besoin d'expliquer d'une certaine manière. Et il faut quand même, parce que j'imagine, il faut être suffisamment pédagogique pour faire comprendre aux gens que la cour du miracle, c'est quoi cette typologie de lieu. Mais voilà. 3/4 des gens, ils savent ce que c'est, la cour des miracles. Même si chacun a son idée. Et son idée, et donc jouer avec ces icônes-là, je trouve ça assez intéressant. Et moi, je viens du comics. Enfin, je suis un gros lecteur de comics, plus de franco-belge. Et le comics, surtout le comics de super-héros, c'est beaucoup des icônes. C'est ce que j'appelle moi les statues qui marchent, surtout chez DC. Donc j'adore ces icônes et comment chaque auteur se les approprie. Et c'est la même chose sur Gueule de Cuir, c'est comment on s'approprie ces images d'Épinal, entre guillemets, et comment on en fait notre propre tambouille. Image d'Épinal, mais tu réadaptes en fonction de ce que Pierre donne, et donc on est bien loin de l'image d'Épinal qu'on avait dans la série des Angéliques et tout. Ah totalement, non. La cour des miracles, c'est absolument plus ça, on est bien d'accord. Non, puis en plus avec Pierre, on a des influences communes, on aime le comics tous les deux, voilà, on se cache pas, on se cache pas derrière notre doigt, on a des grosses influences comics. Et on avait envie de travailler la matière historique, parce que moi je suis historien de formation à la base, j'ai fait une maîtrise d'histoire contemporaine et tout ça, donc je suis un historien, mais travailler la matière historique avec une approche qui est atypique. Voilà. En gros, sur pas la notion de super-héros, parce qu'en l'occurrence, Gueule de Cuir n'est pas un super-héros, mais c'est un personnage énigmatique. Est-ce que Gueule de Cuir n'est pas un héros du XXIe siècle, tel qu'on le voit maintenant? Parce qu'il y a peu de héros maintenant qui sont tout bons. On va découvrir, oui, voilà. Il y a des faces sombres et cachées. Voilà, c'est ça, mais je pense que justement le manichéisme, alors c'est du fait de la période actuelle où on est plutôt cynique.
on ne croit plus aux contes de fées. Et d'une certaine manière, on ne peut plus aborder la figure du super-héros, du héros, comme on l'abordait dans les années 30 ou 40 avec le même manichéisme. Donc oui, notre personnage, il a des parts sombres, il y a un historique, il y a aussi voilà, il y a des choses qui font que c'est pas un personnage, les personnages ne sont pas des super-héros dès qu'ils ont posé un pied au sol après s'être levés. Donc on a tous notre part sombre, nos failles, et ça, c'est ça qui est intéressant de travailler aussi, cette partie-là de failles, de montrer que l'exemple le plus, c'est que le plus connu, c'est Batman. Batman, en l'occurrence, il a tous les symptômes d'une schizophrénie absolue. Donc, oui, en temps normal, on l'enferme et on le fait. En temps normal, ce mec est en cabane, mais en haute sécurité, hein, parce que voilà, c'est quand même c'est un vigilante avec une noirceur absolue et peu de pitié. Bon, il refuse de tuer les gens. À la limite, c'est son seul trait d'humanité. Le reste, ça pose vraiment question. Alors, il y a une des choses qui m'a quand même étonné dans ton CV, dans ta bibliographie, c'est effectivement cette fameuse aventure que tu as sortie pour le Michel Vaillant Manitou. Une simple question, comment as-tu débarqué dans la planète Michel Vaillant? Alors déjà, moi, Michel Vaillant, ça fait partie de mes Madeleines de Proust. Voilà, c'est ce que je lisais quand j'étais môme. Je lisais énormément de comics. 90% des choses, c'était du comics. Et la franco-belge, mes parents étaient ouvriers, donc on ne roulait pas sur l'or. Et j'ai épuisé tous les bacs de bande dessinée de la bibliothèque municipale. Et Michel Vaillant fait partie de mon univers. Je me souviens exactement comme si c'était hier, du moment où j'ai lu Le 8e pilote. On était dans la salle de bain, il y avait des coupures d'électricité et ma mère était en train de laver mon frère et j'étais au sol, assis par terre en attendant mon tour, de la torture. Et en entendant mon frère en train de hurler parce que ma mère en train de lui frotter les cheveux à fond les ballons. Et je lisais Le 8e pilote et j'étais dedans. Et donc Michel Vaillant, ça fait partie de mes fonds baptismaux, ce qui a fait que j'aime ce métier et que j'aime la bande dessinée, parce que ça dépasse même le récit, l'univers, c'est quelque chose qui est intrinsèque à mon enfance, c'est fusionnel. Et donc Michel Vaillant, je connais Benjamin Beneteau. On s'est croisés plusieurs fois et lui, je lui disais mais je te hais parce que lui il va sur les circuits. Moi je suis un passionné de sport automobile, malgré que je sois marié avec une écolo absolue. Moi je suis un passionné de sport automobile. J'ai des vieilles bagnoles qui tombent toujours en panne, je disais à Benjamin, écoute, je te hais, je te jalouse à mort. Et il se trouve qu'à un moment, Benjamin m'a dit, écoute, on est en train de faire on fait les dossiers. Et je lui ai dit, parce que le problème, c'est que moi j'ai un timing hyper serré, j'ai beaucoup de choses sur le feu. Et il m'a dit, écoute, ça s'intéresserait de faire un 6 pages. Et je lui ai dit, mais carrément. Alors tout en sachant, en me disant, j'ai pas dessiné des voitures depuis mon enfance. Je sais pas, c'est-à-dire que dans les terres d'Aran, on dessine assez rarement des Formule 1. Oui. Et je me suis dit, mais une fois que j'ai dit oui et que j'ai signé, j'ai fait, maintenant je fais comment? Oui, parce que tes prises de vue sont quand même assez... On est tous influencés. Puis moi, je regarde tous les films. J'ai regardé Le Mans avec Steve McQueen. J'ai regardé le film de Frankenheimer, Grand Prix. Récemment, il y a eu le Ferrari. Enfin, moi, je suis fan de ça. Je suis vraiment un gros fan de sport automobile. Je regarde énormément de sport automobile. Et je me suis dit, on ne peut plus faire Michel Vaillant. J'avais envie de faire Michel Vaillant, mais avec cette vie subjective, cette manière de... Maintenant, quand on regarde la Formule 1, il y a beaucoup de caméras qui sont dans les cockpits embarquées, donc c'est hyper immersif. Et moi, j'avais envie de ça. Et sur 6 planches, je ne cassais pas le protocole Michel Vaillant. J'avais envie de me lâcher là-dessus. Et ça a été une... Je crois que c'est la période où j'ai le plus sué de ma vie, c'était il y a 2 ans. Mais ça a été ma mère, Freud
Freud vient par moi. Là, c'est Ma familial femme passait dans l'atelier, parce que mon atelier est à la maison, elle me dit mais t'as la banane jusque là. Je dessinais, je souffrais parce que c'est quand même. Mais c'était un moment, mais c'était merveilleux. Ça a été là aussi une des plus belles expériences de ma vie. Je n'en ferai pas toute ma vie, parce que c'est vraiment extrêmement sollicitant. Mais ça a été. Je touchais ma Madeleine de Proust, et on y arrive assez rarement à toucher la Madeleine de Proust. Récemment, je vais avoir la chance de faire un cours chez Métal Hurlant. On m'a demandé de faire pareil, Métal Hurlant. Oui. Moi j'ai l'âge de mes artères, et donc Métal Hurlant ça fait partie là aussi des fonds baptismaux qui m'ont fait faire ce métier. Métal Hurlant, j'ai signé le contrat ce matin sur DocuSign. J'étais là, mais c'est vraiment Métal Hurlant. À un moment, tu te dis, tu te retournes, ils vont dire attends, excuse-moi, on s'est trompé. Hein. Tu te dis non, excuse-moi, on s'est vraiment trompé, c'était pas toi qu'on voulait finalement. Non, mais bon, voilà. Donc tu réalises encore d'autres rêves et d'autres. Moi, je passe mon temps. C'est un peu ça les. C'est l'objectif. Je vous dis, moi, j'ai fait énormément de métiers. Avant de faire de la bande dessinée, du coup je sais ce que c'est de faire des métiers moins funky et les effets de contraste. Alors comme je dis, je suis syndicaliste, donc je n'ai pas un regard angélique sur le métier. Il y a vraiment plein de choses plein de dysfonctionnements, mais moi tous les matins je suis payé pour dessiner et je n'osais même pas imaginer cela, comme je disais tout à l'heure. J'imaginais même pas qu'on puisse en faire un métier. Moi, ça fait 25 ans, 27 ans avec le dessin animé que je vis du dessin. Je suis payé pour dessiner toute la journée. Mon regretté papa, quand il m'entendait me plaindre, il me dit, lui qui a travaillé à l'usine, a tapé sur des clous toute sa vie et qui en est mort, quand je me plaignais, il me disait lève le pied mon cucu, tu es quand même payé pour dessiner. Hein, Oui, la bande dessinée, c'est pas de l'art, c'est ça? Si, mon père, alors là, c'est pour ça que moi j'ai jamais cherché de prendre un pseudo, j'ai gardé mon nom parce que j'ai fait la fierté de mon papa. Je l'ai pas fait souvent la fierté de mes parents, hein, parce que j'étais un peu j'ai eu une enfance un peu bordélique, mais qu'un ouvrier, fils d'ouvrier depuis 15 générations, et son nom sur un bouquin dans une librairie, ça l'a rendu fier. Et ça, moi, c'est un truc, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir mon père. Et mon père, il était fou dingue. Ma mère continue à croire que je suis dans le dessin animé. Elle a toujours pas compris que j'étais dans la bande dessinée. Mais bon, elle mélange. J'avoue que la bande dessinée, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Ok, bah écoute, un tout grand merci pour ces 20 minutes déjà passées ensemble. Oh purée, 20 minutes. Ça passe vite. Je suis bavard. Moi évidemment, vous connaissez le principe, hein. Nous allons continuer, l'après-midi est encore long, on a encore pas mal d'interviews de programmées aujourd'hui et demain. Et donc je vous rappelle, si vous n'avez rien à faire et même si vous avez quelque chose, laissez tomber ce que vous faites et rejoignez-nous à Mons. Festival Trolls et Légendes, 11e édition, 2024, une édition de rêve avec des auteurs remarquables et des animations comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Mon très cher ami, au plaisir. Au plaisir. Et un tout grand merci en tout cas pour ces moments passés ensemble.